auprès des Nations unies à Genève. Et là, j'avais le très grand bonheur de travailler sur les questions de politique numérique et de cybersécurité dans toutes les agences onusiennes où ces sujets étaient abordés. Donc, vous pouvez bien imaginer mon intérêt pour le débat d'aujourd'hui. On sait qu'à peine 50 de la planète a accès à un service Internet abordable, que plusieurs de ces pays avec des taux de pénétration autour de 20 sont surtout en Afrique et encore plus en Afrique francophone. Donc, on peut sentir un certain découragement de tout ce qu'il nous reste à faire pour fermer ce fossé numérique au sein de la francophonie. Mais en même temps, il y a peut-être raison de se réjouir. La position du français dans l'espace numérique, en fait, elle est destinée à croître, puisqu'en principe, il y a beaucoup de francophones qui présentement ne sont pas en ligne, mais qui s'en viennent. Donc, il sera important pour nous de veiller à ce que ces nouveaux venus puissent non seulement se reconnaître dans un écosystème numérique dans leur langue, mais qu'ils puissent aussi en dériver tous les bénéfices. Et ici, je veux rappeler que à la base, l'Internet, ça se veut un espace où on peut innover sans permission. Puis c'est en raison de ce principe clé qu'à partir de quelques protocoles Internet, on a des gens qui ont créé le net, qui ont créé les médias sociaux, qui ont transporté la télévision puis l'information en ligne, qui nous permettent aujourd'hui de faire des appels interurbains illimités à très peu de frais, puis créer ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps l'économie parallèle, mais qui est en fait aujourd'hui au cœur de l'économie de la plupart de nos pays, avec des modèles d'affaires qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 20 ans. Donc, en tant que francophone moi-même, j'ai cœur de veiller à ce que ma langue et par extension ma culture puissent rester vivantes. Et pour le meilleur et pour le pire, ben, je constate que la protection de la promotion du français, la mise en valeur de nos cultures et le développement économique dans le monde francophone, ça passe inévitablement par une présence forte dans l'espace numérique. Heureusement, je constate aussi qu'il y a plusieurs États qui passent à l'action et c'est dans cette optique que le Canada a soutenu la mise sur pied de la plateforme numérique francophone TV5 Monde Plus. Sur cette plateforme, si vous n'y êtes pas déjà allé, et je vous encourage à le faire, on trouve un catalogue diversifié qui mise sur le rayonnement et la découvrabilité de contenus provenant de l'ensemble de la francophonie. Et il faut aussi se réjouir que les États et gouvernements membres de la francophonie travaillent présentement à actualiser la stratégie de la francophonie numérique qui sera présentée pour adoption au prochain sommet. Un des objectifs clés de cette stratégie sera l'accélération de la transformation numérique dans l'espace francophone pour faire en sorte que cette transformation soit un vecteur d'inclusion, de développement humain, social, économique pour les populations francophones et en particulier pour les jeunes et pour les femmes. Donc, la discussion d'aujourd'hui va nous permettre, je l'espère, de voir comment s'assurer que tous ces locuteurs francophones pourront s'épanouir dans cet écosystème. On le sait, dominé par la langue anglaise. Et notre partenaire Francophonie sans frontières a rassemblé donc un groupe d'experts pour examiner ces défis et perspectives d'avenir afin d'assurer la juste part de la langue française dans l'univers numérique et s'assurer que celui-ci contribue à réduire les inégalités socio-économiques. Donc, je remercie vraiment chaleureusement Francophonie sans frontières pour cette collaboration productive en vue de l'événement d'aujourd'hui et je l'espère pour les nombreux projets à venir. Maintenant, j'ai bien hâte d'entendre les perspectives de Mme Duchastel, Messieurs Bangoura et Tremblay sur l'avenir et les retombées potentielles découlant d'un écosystème numérique enrichi d'une plus grande présence du français, de voir si on peut inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs francophones et francophiles, et par la bande, voir si les francophones ne pourraient pas avoir un rôle clé à jouer pour inventer les pratiques numériques de demain. Donc, sur ce, je passe maintenant la parole à Mme Zoé Durtestre-Erka pour qu'elle présente son introduction et ensuite on pourra plonger dans la discussion. Zoé, la parole est à vous. Merci. Bonjour, à toutes et à tous. Je vous remercie, d'avoir pu, vous joindre à cette conférence. L'association Francophonie sans frontières est enchantée, hein, de pouvoir, réunir et rapprocher les francophones et francophiles autour de cette thématique qui nous est, tous, très chère, le numérique, et de voir surtout comment son impact, son influence sur les générations et les acteurs francophones de ce monde est très prégnant, à de nombreux niveaux. Donc pour rappeler ou pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'association, Francophonie sans frontières est née en 2017 de la volonté de rapprocher les francophones par des projets concrets, ainsi que par les technologies de l'information et de la communication.
Et elle a été fondée par Benjamin Boutin et Marie-Astrid Berry et est maintenant représentée dans plus de 20 pays avec 3 équipes en France, au Québec et en Côte d'Ivoire. Et elle a également la chance d'avoir une très belle représentativité de la diversité culturelle grâce à sa trentaine de correspondants internationaux. À travers ces fortes valeurs d'engagement et surtout convaincue que le dynamisme de la francophonie dépend de la proactivité de ses citoyens, Francophonie sans frontières propose chaque année des événements fédérateurs qui mettent en avant l'interculturalité et l'intergénérationnel. L'éthique est au cœur de nos actions pour que nous puissions agir au présent et préparer le futur en toute tolérance, solidarité et intégrité. Et face à la mondialisation marchande, la montée d'un unilinguisme réducteur, l'évolution constante des technologies, Francophonie sans frontières essaie, si possible, et à très forte mesure, de conjuguer ces aspects à la promotion, la valorisation, la transmission, la diffusion des valeurs francophones afin de se rencontrer, de vivre ensemble et de faire ensemble dans notre cher espace francophone. Et d'ailleurs, notre radio, La Voix de la diversité, est une très belle illustration de cet engagement. Et nous voyons que voilà, par sa visibilité internationale croissante, FSF devient désormais un acteur d'influence dont la voix compte dans le monde francophone et francophile. Donc, pour conclure sur la présentation de Francophonie sans frontières, je dirais que l'association est le véritable carrefour d'une francophonie polycentrique, joyeuse, déterminée, unie, diverse et bien entendu sans frontières. Donc, après ce court descriptif, je vais laisser la parole à Amel Dufour, la secrétaire générale adjointe et modératrice de cette conférence. Merci beaucoup, Madame Roy. Merci beaucoup, Zoé. Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, nous y sommes. Osons le numérique en français. Comme vous le verrez, nos 3 panélistes sont des mordus numériques et vous partageront plusieurs exemples d'initiatives, soit francophones ou dont la francophonie pourrait vraiment s'inspirer. Toutes ces initiatives permettent vraiment l'ambition de croire à une francophonie numérique riche, diversifiée et surtout accessible. Vous aurez la chance aujourd'hui d'entendre 3 personnes qui vous parleront de la francophonie numérique sous 3 angles différents. On va voir la francophonie numérique à la croisée des arts, des sciences et de la technologie. Nous aurons aussi la francophonie numérique et le plurilinguisme. Et enfin, la rencontre de la francophonie numérique et de la francophonie économique. Avant de vous présenter nos 3 panélistes, quelques informations pratico-pratiques sur le déroulement du webinaire. Grosso modo, la conférence, durera environ 75 minutes. Il y aura 3 thèmes. Pour chacun des thèmes, chacun des panélistes aura 3 minutes afin de nous partager sa vision, ses propositions. Ensuite de quoi, il y aura une dizaine de minutes où il y aura des échanges entre eux. Par la suite, ils répondront à certaines questions du public. Alors, dès maintenant, si certaines questions vous sont soulevées dans votre esprit, n'hésitez pas à les écrire dans l'outil de discussion. Zoé va en prendre bonne note et à la fin, elle pourra nous en proposer quelques-unes. Je vous signale que la conférence est enregistrée. Je crois que vous avez peut-être entendu tout à l'heure la voix numérique de Zoom nous parler en anglais. Alors, mes trêves d'informations pratico-pratiques, voici maintenant nos 3 panélistes. La première est Marie Duchâtel, récipiendaire du prix Femmes francophones 2020 de l'Association internationale des mères francophones. Madame Duchâtel est curatrice et coordonnatrice du KIC Festival, qui explore les cultures numériques et créatives, ainsi que les liens entre l'art, les sciences, la technologie et la société à travers un programme de conférences, d'expositions artistiques et d'innovation technologique, également d'ateliers et des événements de réseautage. Elle est également curatrice du projet Afrique, développé en collaboration avec une commissaire d'exposition basée à Dakar, au sein duquel est mis à l'honneur la créativité numérique de l'Afrique et de sa diaspora. Bonjour, Marie. Bonjour. Monsieur Christian Tremblay est notre second panéliste. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'ENA et docteur en sciences de l'information, en 2005, Monsieur Tremblay fonde avec plusieurs partenaires l'Observatoire européen du plurilinguisme. Et il organise les assises européennes du plurilinguisme qui se sont tenues dans différentes villes européennes
de 2005 à 2019. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages, dont Le plurilinguisme, interculturalité et emploi, défi pour l'Europe en date de 2009. Et de nombreux articles autour du plurilinguisme et de la diversité culturelle. Il dirige le site Internet et la lettre électronique d'information de l'Observatoire européen du plurilinguisme. Bonjour, M. Tremblay. Oh, vos micros sont éteints, il ne faudra pas oublier de les rallumer au moment opportun. Bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Et finalement, notre dernier invité, M. Nansouman Prince Bangoura, entrepreneur spécialisé dans la transformation digitale et les nouvelles technologies. M. Bangoura est animé par la volonté de contribuer au rayonnement de l'Afrique et de sa diaspora. C'est pourquoi, en 2018, il a fondé Yankadi, une plateforme digitale dédiée à la vente en ligne de produits artisanaux d'origine africaine, avec pour objectif de promouvoir l'excellence africaine. Il poursuit cette démarche en lançant BrainSense, une start-up technologique qui apporte des solutions de dématérialisation des processus et plus particulièrement la dématérialisation des processus auprès des administrations avec la Legal Tech et la FinTech. Cette start-up avec laquelle il a remporté, le concours Startup Weekend Paris en 2019. Enfin, M. Bangoura est également cofondateur de Trusty, un accélérateur de start-up dont l'objectif est de former et d'apporter un accompagnement stratégique, opérationnel et financier aux entrepreneurs africains. M. Bangoura, bonjour. Bonjour. Alors voilà, maintenant, allons-y, osons le numérique en français. Le premier thème, nous le savons, on vit dans un monde où la part de notre vie numérique est déjà très importante et probablement qu'elle continuera à s'agrandir. Comme le soulignait Mme Roy, on vit aussi dans un monde où de plus en plus de gens seront des locuteurs francophones dans les années et les décennies à venir. Donc, devant ces perspectives de double croissance, la première question qu'on lance à nos panélistes est la suivante. Comment pourrait-on rehausser la place du français afin de lui donner sa juste part dans l'univers numérique? Je vais y aller dans l'ordre de présentation, alors je passerai la parole à Marie Duchâtel pour commencer. Premier 3 minutes. Alors, d'abord, je vais parler un peu des implications du numérique en fait sur la langue française. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on observe vraiment tout le temps, même dans notre milieu professionnel et les artistes ou les codeurs ou les gens qui travaillent dans le numérique avec qui on travaille aussi, c'est qu'on a cette tendance malicieuse à parler en franglais dès qu'on parle de numérique. Pourquoi? Parce que en fait, la plupart du langage du code est en anglais, qu'une grande partie de la documentation est en anglais et qu'il y a certains concepts aussi numériques qui ne se traduisent pas. Et pour vous donner un exemple, par exemple, nous, on s'intéresse beaucoup à la culture qu'on appelle la culture maker, qui est toute cette mouvance des Fab Labs, les laboratoires de fabrication, les tiers-lieux. Et en fait, maker, si vous essayez de le traduire en français, je sais même pas comment le traduire en fait. On pourrait le traduire par fabricateur, enfin personne qui fabrique en fait, je ne sais même pas, je vais même pas tenter. Et en fait, si vous voulez, le mot maker a une connotation avec tout un univers technologique et ces connotations-là, en fait, en français, n'existent pas encore, ou alors s'il y a une traduction, elle n'est pas du tout utilisée. Et donc, on est confronté à ça au niveau de la langue française. Par contre, on se rend compte que au niveau des communautés francophones dans le code, là, il y a vraiment un grand groupement et des gens qui se rassemblent sur Internet qui ne se connaissent pas, et aussi énormément de personnes qui s'attellent à la lourde tâche de traduire en fait toute la documentation, les tutoriels et voilà toutes les ressources en fait qui au début des langages du code et de l'internet n'étaient disponibles que en anglais. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de progrès, mais qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, et que j'espère que le français pénétrera ces domaines-là un peu plus à l'avenir. Merci beaucoup, Marie. Monsieur Tremblay, qu'est-ce que ça vous dit de votre œil de plurilinguiste? Effectivement, il se pose la question de la présence des francophones dans le monde numérique, mais effectivement, si c'est pour être présent en anglais,
On fait pas trop, on répond pas trop à la question. Donc la question, effectivement, c'est comment être présent en français dans l'ère numérique. Donc il y a plusieurs directions. Donc évoqué Marie à l'instant, il y a la question de la création du vocabulaire. Bon, moi je suis pas tout à fait sûr que maker soit un mot tellement original, hein, mais bon, je dirais si on pouvait le traduire directement, on pourrait être concepteur, fabricant, bricoleur, et en fait un maker c'est un petit peu tout ça à la fois, hein. Bon, il faudrait se poser la question, donc avoir un concours d'imagination. Il y en a eu beaucoup dans le passé, hein, vous savez, quand les computers sont arrivés sur le marché, c'est le directeur d'IBM France qui a demandé à un professeur à la Sorbonne s'il n'avait pas les idées, il trouvait que c'était pas terrible, le computer. Donc, il a dit, je vais revenir vers vous dans quelques jours, hein, et c'est ce qui s'est fait. Il a dit, écoutez, j'ai quand même une idée, j'ai trouvé ça. C'était dans un livre de Malebranche, et il parle que Dieu était l'ordinateur du monde, le grand ordinateur du monde. Hein, c'est comme ça qu'est né ordinateur. Bon, l'ordinateur est parfaitement implanté, parfaitement assimilé, il n'y a aucun problème. Logiciel, c'est la même chose, c'est pas le software. Et donc, on a la langue française ne manque pas du tout de ressources de ce point de vue-là. Simplement, il faut avoir le réflexe de le faire et pas aller immédiatement vers la solution la plus facile. Je prends un épisode d'un débat qui vient de faire beaucoup de bruit, le débat Mélenchon-Zemmour à la télévision. J'ai noté que le terme le terme checker, fact-checker ou fact-checking a été utilisé une quinzaine de fois. Et les deux intervenants, d'ailleurs, sont un petit peu étonnés de l'usage de ce mot-là. Bon, évidemment, si on regarde un peu la presse, en fait, beaucoup, on a des rubriques qui s'appellent « Vérifions le vrai du faux », etc. En réalité, contrôler, vérifier, c'est des mots quand même qui ont une certaine valeur et qu'on n'est pas obligé d'oublier quand même, hein, parce que dans les habitudes de la presse, on a recours, effectivement, dans la presse anglo-saxonne à l'origine, on a eu tendance à recourir à ce type de rubrique. Bon, enfin voilà. Donc, nous, il y a d'autres actes, bien sûr. Ce texte-là, il n'est pas très drôle, il n'est pas facile, il est assez difficile parce que c'est très difficile à faire passer. Une fois qu'un terme est rentré, hein, après, c'est un petit peu difficile mais ça arrive. Il y a des termes qui ont disparu aussi, qui sont comme ça. Bon, voilà. Donc, je dirais, il y a ce réflexe-là contre lequel il faudrait arriver à lutter quand même. C'est une question psychologique et de comportement. Autrement, bien sûr, on en parlera certainement tout à l'heure, c'est l'importance fondamentale de l'éducation, et ça, je dis l'éducation dans tout le monde francophone, aussi bien en France, au Canada ou en Afrique, ça on y reviendra peut-être. Et puis, il y a un thème aussi sur lequel nous, on est quand même très, très, très orienté à l'heure actuelle, c'est la question de la traduction automatique. La traduction automatique, c'est quelque chose qui a l'air d'un petit peu mystérieux, hein, qui développe une certaine forme de crainte, mais qui n'est aujourd'hui pas justifié. C'est, disons, pour dire les choses, c'est quelque chose qui est presque miraculeux aujourd'hui. Hein, et il faut savoir, pour démystifier complètement la traduction automatique, c'est de dire que la base, on utilise d'énormes corpus, hein, et ces corpus, en fait, ce sont des corpus de textes originaux qui ont été traduits par des professionnels de la traduction. Hein, c'est pas du tout des machines, c'est pas de la machine en réalité. Hein. Derrière, il y a une grosse puissance de calcul, mais qui est faite à partir de matériaux qui sont entièrement humains. Hein. Et même la traduction automatique, c'est pas non plus la facilité, c'est-à-dire que il faut quand même s'arranger pour vérifier quand même un petit peu si le contenu final est à peu près correct. L'important, j'ai peut-être déjà dépassé, et l'important, c'est que on produise avec ça. Donc, voilà, qu'on produise en français plutôt que de produire en anglais, quitte à le traduire en anglais. Hein, voilà, je reviendrai peut-être aussi là-dessus plus tard. Merci beaucoup, M. Tremblay. Et donc, M. Bangoura, comment peut-on rehausser la place du français, peut-être lui donner sa juste part dans l'univers numérique? Alors, pour rebondir un peu sur ce que les deux autres panélistes disaient tout à l'heure, quand on prend aujourd'hui le standard dans le monde de la programmation informatique, on sait que les langages de programmation, le standard, c'est l'anglais aujourd'hui. Donc, même quand on apprend à coder, les tutoriels sont faits en anglais. Donc, ça devient, donc si je vais reprendre un peu ce que M. Christian disait, ça devient peut-être un réflexe, une facilité, mais le standard, il est fait comme ça et on avance avec. Mais ce qu'il faut noter
très important, c'est que depuis plusieurs années maintenant, le français prend une très grande place parce que lorsqu'on a des tutoriels qui sont sortis sur le langage de programmation, la traduction se fait très rapidement, comparé aux années 90 où lorsqu'on cherchait même sur Internet de la documentation sur un langage informatique, de la documentation sur le numérique, le digital, on n'avait pas une communauté assez fournie. Donc aujourd'hui, avec les communautés qui se développent, quand je prends la French Tech pour parler de la France, on voit qu'il y a une grande communauté de développeurs, d'experts dans le digital, de tous les domaines d'ailleurs, hein, qu'on prend de l'intelligence artificielle à la blockchain. Cette pénurie de documentation qu'on pouvait constater dans les années précédentes, aujourd'hui, elle est très réduite. Elle existe encore, mais elle est très, très réduite. Mais donc, pour qu'on puisse rehausser le français, pour répondre concrètement à la question, c'est qu'il faut développer cette communauté. Donc, Francophonie sans frontières, avec les différentes actions qui ont été listées, est sur cette lancée. Mais il faut aussi que cette partie de la francophonie, qui est aussi très, très représentée en Afrique, puisse rentrer dans le jeu pour qu'on puisse avoir toute cette communauté qui parle français, qui pourront apporter cette documentation, parce que créer des langages en français pour les traduire en anglais, est-ce qu'on va y arriver? Peut-être oui, mais aujourd'hui, pour moi, le défi, c'est que dès que nous avons de nouvelles tendances technologiques qui sont en anglais, qu'on puisse tout de suite avoir la traduction en français, ce qui permettra d'avoir plusieurs acteurs qui pourront utiliser la technologie et véhiculer l'information plus facilement. Parce que, bon, on en parlera dans les autres thèmes. Si on souhaite véhiculer l'information, si elle est en anglais, ça devient un peu compliqué parce qu'il y a cette barrière de langue. Et l'avantage que la francophonie peut avoir, c'est le fait que une fois que le manuel est en français, on peut facilement le divulguer et l'apporter à toute cette francophonie. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, M. Bangura. Alors, je crois que tous les trois, vous vous entendez pour dire que ça prend vraiment ce lexique francophone-là de l'univers numérique. Mais la question sous-jacente pourrait être qui a le devoir à la fois de créer ce lexique-là et de le faire vivre, puisqu'un lexique qu'on n'utilise pas demeure un lexique mort. Donc, à qui revient le devoir de faire vivre ce lexique-là? J'ai envie de retourner du côté de Mme Duchâtel. Marie. Alors, c'est une question compliquée dans le sens où, si vous voulez, les gens qui travaillent dans la technologie ou qui travaillent dans le code, qui sont développeurs, informaticiens, tout ce que vous voulez, en général, ne se formalisent pas trop de la langue et veulent avancer et travailler sur leur projet, si vous voulez. Et donc, je ne pense pas que ce soit à eux de commencer à essayer de trouver des traductions ou de se dire, OK, on va prendre ce mot-là plutôt qu'un autre. Parce que si vous voulez, ils vont travailler directement avec la matière première. La matière première est en anglais parce que les langages de code sont en anglais. Et donc, par défaut, en fait, dans le vocabulaire vont arriver ces mots-là. Qui pourraient être traduits. Et donc, je pense qu'en même temps, par contre, ils ont une part importante dans la création de tutoriels, de groupes, de communautés qui vont se mettre ensemble pour discuter d'une technologie, si vous voulez, dans tout ce qui est émergent. Et c'est ça qu'on observe aussi et que j'ai observé en Afrique, notamment parce que j'ai travaillé sur la thématique de l'intelligence artificielle pendant une bonne partie de l'année grâce à une exposition sur ce sujet-là. Et je me suis rendu compte, donc j'explorais en fait la thématique de l'intelligence artificielle en Afrique et qui travaille autour de l'intelligence artificielle, à quel point en fait, disons, l'éducation autour de tout ça et la connaissance et les communautés se développent en Afrique. Je me suis rendu compte que oui, il y avait pas mal de groupes et de groupes, notamment multidisciplinaires, qui travaillaient sur ces questions-là en Afrique, mais toutes les ressources et tous les groupes, tout se passait en anglais. En français, j'ai rien trouvé du tout, en fait, parce que de nouveau, il y a ce truc de la langue et de la ressource. Et c'est-à-dire toute nouvelle technologie, si vous voulez, qui a besoin d'une communauté autour qui va se former, qui va se partager des ressources, des idées, des tutoriels et qui va aussi faire évoluer le code, hein, parce que le code, ça fonctionne aussi comment dire, de manière par récupération. C'est-à-dire que quand quelqu'un a codé quelque chose de très compliqué et qui peut servir à d'autres gens, en général, il va le partager. Les autres gens vont reprendre ce bout de code, en faire autre chose. Et c'est comme ça que se créent les communautés autour du code. Et donc, si vous voulez,
il faudrait en fait pousser à la création de communautés francophones parce que pour l'instant, en fait, les francophones se mettent dans les groupes anglophones parce que c'est là où il y a le plus de ressources. Et puis, je pense qu'il faudrait de l'aide aussi à côté en termes de traduction, d'éducation aussi de ces gens-là en poussant un autre vocabulaire parce qu'on voit bien qu'il y a certains mots qui ont réussi à pénétrer notre vocabulaire alors qu'on utilisait au début les mots anglophones. Donc, je pense que c'est des deux côtés. En même temps, je pense gouvernement, associations, voilà, comme telles que Francophonie sans frontières, mais aussi l'OIF et autres, qui doivent faire un travail vraiment de terrain et opérationnel de ce côté-là. Et puis au niveau des communautés qui doivent s'emparer du sujet, mais sans avoir connaissance de la problématique, ces communautés ne vont pas s'emparer du sujet. Non, c'est ça. Donc, on a besoin, dans le fond, pour s'assurer aussi d'accorder le bon sens au lexique de la collaboration des communautés, mais elles ne seront pas les initiatrices nécessairement de cette traduction-là vers le français. Je ne pense pas. Après, peut-être que les autres panélistes ont un autre avis à ce sujet, mais voilà. Alors, je passerai la parole à M. Tremblay. Vous, selon vous, qui aurait ce devoir-là de promouvoir le lexique francophone du monde numérique? Il y a une vraie difficulté. Il y a des organismes qui le font très bien. En France, il y a des commissions d'enrichissement de la langue française qui travaillent de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus, je dirais, en prise sur l'actualité. Nous-mêmes, à l'OEP, on a créé une plateforme dans laquelle on détecte, je dirais, les anglicismes émergents. Cela dit, le problème, c'est que les messages que l'on passe soient entendus. Et ça, c'est vraiment la vraie barrière. Alors, ce qu'a dit Marie m'a beaucoup intéressé parce qu'en fait, elle a mis le doigt sur vraiment un vrai phénomène qu'il faudrait pouvoir bien identifier. Il y a, je dirais, c'est un concept qu'on pourrait appeler les puits linguistiques. Il existe dans le domaine du bâtiment ce qu'on appelle les passoires thermiques, ou les puits thermiques, c'est-à-dire les endroits qui, à l'intérieur d'un immeuble, sont des voies de pénétration particulièrement importants. Et alors, le numérique est effectivement un environnement qui répond à ce signalement. Il y en a bien d'autres. Et je vous signale, par exemple, le fait d'écrire presque tout en anglais d'abord, a des incidences qu'on a vu très bien pendant la pandémie. Prenons le terme de cluster, qui n'a rien de spécial. Je veux dire, cluster, ça, on peut dire cluster pour un essaim d'abeilles ou pour je dirais, un paquet de maisons. Eh bien, comme les articles, les 99% des articles sont produits en anglais, pour dire foyer de contamination, oui, on a dit cluster. Bon, cluster, il y a 25 sens, cluster, même du point de vue scientifique. Et voilà, c'est simplement pourquoi cluster est arrivé, c'est parce que les articles qui portent sur la question ont été écrits directement en anglais, y compris par des Français, bien évidemment. Certains articles ont été écrits en français, ils ne comportaient pas ce terme-là. Des articles en français, il y en a 2, 3, pas beaucoup, il y avait marqué foyer de contamination. Voilà. Donc, c'est ça, c'est une stratégie là-dedans, il faut véritablement avoir une stratégie. Et ça, la stratégie, je dirais, elle peut être menée à différents niveaux. Il est possible que dans le monde de l'entreprise, il y a aussi des gens qui défendent la langue française. Il est possible aussi que dans le monde du numérique, il y a aussi des jeunes cadres, des jeunes starters, je ne sais pas comment on peut les appeler, start-upers, n'est-ce pas, qui pourraient tout à fait jouer le jeu. C'est ça le problème. Mais je dirais, on est à Epsilon, là, on démarre là-dedans, Je dirais, on est complètement nouveau dans ce genre de réflexion, ce genre de stratégie. Merci beaucoup, M. Tremblay. Et M. Bangoura. Alors, je vais rejoindre ce qu'ont dit les deux autres panélistes. Et puis après, je veux rebondir sur la dernière phrase de M. Tremblay. Quand on prend le terme startup, c'est un terme qui est anglophone. Alors, je me dis, peut-être qu'on utilise aussi l'anglais pour sa facilité. Donc, startup, peut-être quand on le prend en français, jeune entreprise ou jeune entreprise qui se développe, ça peut prendre beaucoup plus de temps à l'expliquer. Après, quels sont ceux qui doivent pousser cela? Je pense que dans la communauté numérique, on commence à le faire. On a de grands pionniers. Quand je prends en France du numérique, on a de très, très grands pionniers qui font aujourd'hui de grandes découvertes, qui font de gros travaux. Mais sauf que ces travaux, les premiers résultats qu'on a sont en anglais.
en fait, c'est devenu un standard. Maintenant, il faut comment faire pour renverser cette tendance. Bon, je ne sais pas la solution, mais c'est vrai qu'avec la communauté qui se développe en français, peut-être ce que M. Tremblay dit, il faut qu'on produise d'abord les manuels et lexiques en français et que derrière, on les traduise après en anglais. Peut-être que ça peut être la solution. Mais aujourd'hui, voilà, on constate que pour l'instant, on part de l'anglais pour aboutir au français. Et donc, peut-être justement que cette masse critique-là, là, quand il y aura de plus en plus de francophones qui vont décider de vraiment travailler en français ou du moins de pouvoir passer d'un univers linguistique à l'autre, peut-être que la masse critique fera en sorte que, effectivement, la traduction amènera, dans le fond, ce passage-là vers un numérique en français. Deuxième thème. Nous l'avons dit tout à l'heure, le prochain sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain aura lieu à Djerba, en Tunisie. Le thème du sommet est « Connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Dans l'esprit du thème du sommet, comment, à votre avis, le numérique francophone pourrait-il pallier aux inégalités socio-économiques actuelles et comment pourrait-il aussi contribuer à des pratiques numériques plus justes, voire plus éthiques? Monsieur Tremblay, voulez-vous débuter? Oui, je veux bien. Non, moi, j'insiste beaucoup sur la question de l'éducation. Ça paraît, bon, c'est assez complexe et je dirais, c'est pas une notion tellement intuitive, l'éducation. D'autant que les évolutions technologiques sont tellement rapides que c'est très difficile d'intégrer dans l'éducation fondamentale. Je ne parle pas de l'éducation, la formation continue, dans l'éducation fondamentale, c'est très difficile d'intégrer la dimension numérique. Bon, cela dit, c'est pas non plus impossible. En tout cas, il faut que l'éducation ait dans son, je dirais sa structure en quelque sorte, la dimension numérique, c'est une certitude. En même temps que la dimension des fondamentaux et qui est par exemple la langue française. C'est presque triste de devoir le rappeler, hein, mais c'était pas tout à fait, ça n'a pas toujours été tout à fait évident. Hein. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un grand retard à rattraper dans les fondamentaux qui sont à la fois le français et les mathématiques, par exemple. Bien. Donc, c'est un très gros effort. Voilà. Après, évidemment, ça doit pouvoir. Là, il faut semer longtemps à l'avance, et ça, partout, en France, ailleurs, etc. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais bien évidemment, on coopère beaucoup, l'OEP coopère pas mal avec l'Afrique, hein, et donc il y a une grosse réflexion justement sur comment bien sûr faire progresser le français, qui est pour une grande partie de l'Afrique vraiment une planche de salut, c'est vraiment essentiel, hein, sans sacrifier bien évidemment les langues nationales ou locales. Et ça, il y a vraiment beaucoup à inventer dans ce domaine. Merci beaucoup, M. Tremblay. M. Bangoura. Alors déjà, j'aimerais rappeler que le numérique en soi, quand on prend la révolution numérique, elle permet de casser cette barrière d'entrée avec l'information. Voilà, donc l'information aujourd'hui permet de casser ce fossé qu'on pouvait avoir dans certaines économies. Donc quand on prend le numérique francophone, pour revenir sur la question, l'éducation, c'est un élément clé. Donc, mais qui parle d'éducation, il faut déjà qu'on puisse véhiculer le message dans la langue qui va permettre une assimilation plus rapide. Donc, dans les pays francophones, la langue qui est utilisée, c'est le français. Donc, si on souhaite que cette éducation soit bien poussée dans ces pays qui parlent français, il faut que nous ayons des manuels au fait qu'ils soient rédigés en français. Donc, on revient encore sur cette notion de communauté qui doit se développer autour de la langue française afin que nous ayons des manuels d'utilisation, en tout cas dans le numérique, qui pourront être utiles. Donc, l'éducation, c'est un élément clé, mais aussi la formation des formateurs. Donc, ça, c'est un élément qui est pour moi indispensable pour que nous puissions derrière, avec ce boom au niveau de la population ou ce boom au niveau des régions où on parle français que l'on va connaître, on puisse apporter encore plus le numérique dans ces zones-là. Donc voilà, je ne vais pas trop monopoliser la parole aussi, je vais laisser… Vous êtes tout à fait dans les temps, ça va, merci. Alors, Marie. Oui, évidemment que je suis d'accord avec ce que M. Tremblay et Bangoura ont dit. Et je vais rajouter quelques points à ce sujet-là.
parce que je me rends compte que, évidemment que ça passe par l'éducation, et on se rend compte, et je pense que c'est dans tous les pays de la francophonie, en tout cas dans de nombreux pays de la francophonie, pour l'instant, au niveau du développement des programmes à l'éducation, aux cultures numériques, mais aussi aux technologies numériques, dans les programmes officiels, je veux dire, à l'école, il n'y a pas énormément de choses qui sont faites. Alors, au Québec, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sais qu'en France, en Belgique, dans de nombreux pays africains, on est vraiment loin, loin, loin du compte. Mais il y a aussi, je pense que c'est dû, bon, forcément, toute la machine gouvernementale et des ministères met du temps à réagir et réformer l'éducation, c'est compliqué. C'est un sujet qui pose beaucoup de questions et c'est aussi pour cette raison-là, hein, c'est qu'entre l'évolution technologique et le suivi après dans les programmes éducatifs, il y a un gros temps de latence et déjà ce temps de latence, on devrait, je pense, y réfléchir un peu plus profondément. Puis il y a une deuxième chose dont M. Bangura parlait, qui est la formation des formateurs. Si vous prenez n'importe quel prof d'école et que vous lui dites maintenant tu vas enseigner le code, l'électronique ou des choses comme ça ne va pas aller. Les gens vont se sentir déjà, sont en général surmenés dans ces métiers-là et n'ont pas le salaire qui correspond à la hauteur de voilà, l'engagement fourni dans ce genre de métier. Et donc, si vous voulez leur dire en plus, vous allez devoir développer des compétences numériques, ça ne va pas aller. Donc, ce qui se passe actuellement dans de nombreux pays, c'est que la formation, elle se fait en extrascolaire, à l'extérieur, quelquefois en partenariat avec des écoles ou alors des stages avec des enfants, des élèves, des étudiants qui vont voilà, passer une semaine ou venir faire un atelier autour du code, de l'électronique ou ce genre de choses. Mais pour pouvoir faire ce genre de formation, donc nous, dans nos activités en général, donc on fait des formations au code, à l'électronique, à travers la créativité, parce que c'est plus facile en fait d'aborder ces matières-là à travers un prisme un peu plus, un peu plus drôle ou ludique, je dirais. Et ce dont on se rend compte, c'est que forcément, pour former les gens, il faut pouvoir les former dans leur langue, notamment les enfants et les très jeunes enfants, mais même des étudiants, dont les former dans leur langue maternelle. Et donc, on travaille, nous, en général, avec souvent des formateurs anglophones ou des gens un peu partout dans le monde entier qui ont la connaissance et qui peuvent développer en fait des choses, des ateliers spécifiques pour enseigner des choses. Et après, on les fait traduire et on forme des animateurs pédagogiques dans notre propre pays. Mais tout ça demande énormément d'argent, c'est-à-dire qu'on doit trouver l'argent pour développer les ateliers, pour former les formateurs et autres, et n'est pas du tout suivi par l'éducation. Donc nous, on trouve cet argent-là dans l'artistique, hein, ce qui est quand même un peu paradoxal, mais c'est une des manières qu'on a trouvées pour éduquer les gens. Et je pense qu'en fait, plus on formera des gens dans tous les pays du monde, et notamment, et là, ça passe par la francophonie parce que la matière doit être traduite en fait en français pour pouvoir développer ces programmes de formation, plus aussi on arrivera à une technologie plus inclusive et diversifiée. On n'aura pas le temps de rentrer dans ce sujet-là, mais si vous regardez un peu qui développe la technologie et le numérique à l'échelle mondiale, c'est pas trop les francophones, hein, et puis c'est encore moins les personnes de couleur, les pays africains. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très, très occidental ou alors très, très asiatique, si vous voulez, au niveau voilà, même des zones de pouvoir ou de la géopolitique du numérique, si vous voulez. Et donc là, la formation, elle est capitale aussi pour pouvoir avoir des technologies qui, à terme, seront un peu plus inclusives et diversifiées, je dirais. Désolée, c'était une longue réponse. Merci beaucoup, Marie. En fait, à la fois, M. Bangura et également avec le Kick Festival, vous avez différents exemples, je crois, qui pourraient aider nos participants à illustrer la réduction de ces inégalités-là et un meilleur accès, en fait, au numérique pour différentes personnes sous différents angles. Donc, je ne sais pas si vous voulez nous en parler. Peut-être, M. Bangura, vous aviez la dimension légale, de réussir à pouvoir dématérialiser une portion des opérations qu'on doit réaliser lorsqu'on est dans des transactions qui impliquent une dimension légale. Je vais vous laisser mieux nous expliquer ce volet. Oui, totalement. Alors, je vais d'abord commencer sur la partie formation. C'est que nous, aujourd'hui, avec Trusty, qui est un accélérateur de startups, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons beaucoup sur l'acculturation digitale. Parce que quand on parle du numérique, il faut déjà comprendre ce que c'est le numérique, comprendre les avantages
du numérique pour que les personnes puissent s'y intéresser. Donc, nous faisons d'abord ce travail d'acculturation digitale, que ce soit dans les administrations, que ce soit pour les professeurs, et aussi, on s'intéresse aussi aux étudiants qui découvrent un peu le monde numérique pour comprendre tout ce qui peut être fait dessus. Et surtout, au niveau des entrepreneurs, parce qu'on a beaucoup de startups aujourd'hui qui voient le jour en Afrique, ils ont besoin d'accompagnement. On explique comment le digital peut être un levier de croissance pour leurs activités. Et cela nous permet d'apporter cette formation. Mais toujours, ce que nous faisons quand on prend certaines technologies, nous prenons les supports en anglais, nous les traduisons en français et nous accompagnons au fait ces différents acteurs-là. Mais l'un des facteurs qu'on a aussi constaté, c'est en termes de réglementation sur toute la part, surtout l'aspect légal. L'accès à l'information n'était pas vraiment vulgarisé, d'où la création d'une Legal Tech qui permet au fait aux différents acteurs d'accéder à toute la partie compliance, à toute la partie juridique, mais en utilisant les outils numériques. Donc, ça passe par l'identification à distance, ça passe par la signature électronique. Mais pour que ces éléments aient une valeur légale, il y a tout un travail aussi à faire, cette fois-ci auprès des administrations, pour qu'ils comprennent un peu que la dématérialisation de la signature peut avoir la même valeur juridique qu'une signature papier. Donc, tous ces travaux rentrent dans tout ce qui est acculturation digitale afin que les différents acteurs de la société en fait, puissent comprendre l'importance du digital et que les différentes actions, les différentes décisions, même politiques, puissent encourager aussi cela. Parfait. Et on peut penser que la pandémie de COVID-19 aura accéléré grandement ces transformations numériques, en termes, particulièrement du côté légal et bancaire. Marie, est-ce que vous pourriez nous donner rapidement un court exemple? Et j'aimerais ensuite rebondir du côté de M. Tremblay aussi en termes de réduction des inégalités du côté des publications scientifiques. J'aurais envie de vous amener sur ce terrain. Donc, Marie, un exemple rapide du côté du KIC Festival. Il y en a beaucoup, mais on va dire qu'on travaille beaucoup avec le jeune public. On travaille aussi avec du public défavorisé, avec des associations en fait qui ont accès qui travaillent en fait avec un public qui, par exemple, est en décrochage scolaire ou qui viennent de milieux sociaux très pauvres et qui, du coup, par exemple, n'ont pas d'ordinateur à la maison ou pas accès à Internet ou difficilement accès à Internet. Et l'idée, c'est de développer encore plus ce volet-là à travers un autre projet, donc pas le festival, mais le Pavillon, qui est un lieu qui sera ouvert à l'année, qui ouvre officiellement l'année prochaine, un lieu d'expo dédié à explorer ces croisements entre art, sciences et technologie, mais qui aura une concentration particulière sur le jeune public en termes d'activités et qui va développer énormément d'activités en termes d'éducation au numérique, aux cultures numériques et aussi aux technologies numériques. Et puis, je dirais, en plus de ça, on a tout un programme aussi qui s'appelle AfriKick, qui est une collaboration entre des organisations à Dakar. Donc, en fait, c'est Dakar-Namur. Et donc, chaque année, il y a pas mal d'artistes africains qui viennent présenter leur vision du numérique, les questions autour du numérique qui se posent en Afrique et qui viennent présenter ça à Namur sur notre festival. Et nous, on envoie aussi pas mal d'artistes et de créateurs belges travailler là-bas avec les Dakarois à la création d'œuvres, de projets technologiques. Et il y a aussi des programmes de formation entre les écoles d'art en Belgique et à Dakar, en fait, qui sont mis sur pied en mêlant artistique et numérique. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et donc, M. Tremblay, du côté des publications scientifiques, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment un des enjeux importants d'avoir accès à des articles scientifiques ou de pouvoir publier le résultat de ses recherches en français? Oui, c'est tout à fait essentiel, hein, parce que même si on lit bien l'anglais, on pourrait faire des études, mais ça, on pourrait facilement le vérifier. Il y a une fatigue de la lecture qui fait que un article de 20 pages en anglais ne se lira pas aussi facilement qu'un article de 20 pages en français. Donc, il est très, très important de promouvoir la traduction des ouvrages ou des articles scientifiques en français. C'est une grosse tâche. Et à l'inverse, il est tout à fait important que les chercheurs qui commencent par rédiger en anglais abandonnent cette pratique et rédigent en français
et en traduisant en même temps. Ça se traduit en même temps. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Avec un outil approprié, on peut même traduire et générer son texte en 2 ou 3 langues si on a les moyens de vérifier que la traduction est correcte, ne comporte pas de contresens. Voilà. C'est la seule condition et je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Là, aujourd'hui, c'est une démarche totalement embryonnaire et on a créé une plateforme aussi pour encourager, pour documenter et encourager des chercheurs à faire ça. Donc ça, on verra si dans 1 an ou 2, on aura progressé. Voilà. Je voudrais quand même rebondir sur un mot qu'a prononcé Prince Bangoura, qui me paraît extrêmement important, c'est la notion d'acculturation. Il a dit, quand on accueille des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, dans les ateliers, on commence par l'acculturation, par leur donner un peu, leur faire comprendre ce que c'est que le numérique. Or, le numérique, c'est une révolution technique qui a autant d'importance que l'invention de l'électricité ou du moteur à vapeur, bon, etc. etc. Bon. Donc, ça structure complètement nos activités dans les décennies qui viennent. Peut-être qu'il y aura d'autres inventions. Enfin, en tout cas, celle-là, c'est une invention qui est déjà démarrée depuis pas mal de temps et qui va encore durer longtemps. Et donc, il y a une culture à avoir. Et ça, cette culture-là, il faut l'acquérir. C'est pas bon. Je crois qu'il faut pas prendre le problème du numérique par le petit bout de la lorgnette dans l'éducation, qui consiste à tapoter sur un clavier. Bon, si c'est ça, moi je me souviens de l'époque du plan calcul quand on commençait à tapoter sur un TO7. Bon, c'est complètement ridicule. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Bon, peut-être qu'on peut donner des exemples. Faire un petit bout de programme en assembleur, un truc comme ça, peut-être. Mais je dirais combien d'informaticiens aujourd'hui connaissent l'assembleur? Très 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 peu. Donc c'est pas du tout l'objet. C'est de comprendre en quoi ça consiste et comment ça bouleverse tout notre environnement. Et ça, et là, c'est une culture générale. On a besoin de culture générale numérique dans l'éducation, avant de devenir du spécialiste. Voilà. Très bonne observation, ce besoin-là d'une culture générale partagée, partageable, avant justement de tomber dans une hyper spécialité qui va peut-être finir par malheureusement créer des silos entre les gens. Je passerai, puisque le temps file et que nous essaierons quand même de respecter notre chronomètre, au 3e thème. Pour le 3e bloc thématique, on va un peu déplacer notre regard et on va le porter au loin vers le futur. Donc, la question qu'on vous lance, c'est, selon vous, quelles sont les voies d'avenir pour que son conjugue avec succès langue française et numérique? Et j'aurais envie de dire, peut-être pouvez-vous en profiter pour chuchoter à l'oreille des dirigeants qui iront au sommet de la francophonie. Quels principes forts vous verriez pour justement réussir à conjuguer avec succès langue française et numérique? Alors, je passerai la parole à M. Bangoura. Alors, moi, je dirais il faut qu'on continue les différentes actions qui sont menées actuellement, mais qu'on fasse aussi plus. Qu'on fasse plus. Je prends un programme sur lequel nous sommes en train de travailler aux côtés de la Guinée, qui s'appelle la citoyenneté numérique. Donc, ça part dans le même sens que cette acculturation digitale. Le but étant de sensibiliser au fait la population. On n'a pas besoin d'être un expert du numérique pour comprendre au minima comment ça fonctionne. En fait. Donc, l'objectif est de pouvoir apporter cette culture dans le domaine du numérique et accompagner les jeunes qui vont vouloir se spécialiser, qui vont vouloir entrer dans ce secteur-là, parce que c'est un secteur où on a beaucoup de métiers. On a tout ce qui est… On n'a pas besoin d'être codeur pour être dans le monde du digital ou dans le monde du numérique. On a les métiers de chef de projet, de testeur, de responsable, de développeur, ou même la philosophie qu'on peut aussi intégrer dans le numérique pour échanger sur les questions d'éthique, de valeurs humaines qu'il faut protéger. Donc, le numérique aujourd'hui intervient dans tous les domaines. Donc, donc ces actions de citoyenneté, ces actions d'acculturation, de formation qu'on intègre, pour moi, pour qu'on puisse parler d'un futur radieux, que ce soit dans la francophonie et que ce soit le développement aussi du numérique, le numérique francophone, sont des éléments qui doivent être portés, mais par tous les acteurs, peu importe leur niveau, que ce soit l'administration, que ce soit les particuliers, chacun à son niveau. Je pense que c'est quelque chose que nous devons véhiculer ensemble et que nous devons porter tous ensemble. Merci beaucoup. Du côté de Marie Duchâtel. Oui, c'est une question compliquée. On a déjà parlé d'éducation et je pense que déjà avoir un programme numérique plus développé dans le système éducatif officiel, ça ferait déjà de grands changements. Ce serait pas mal. Et il y a une approche
Enfin, souvent en anglais, on parle de STEM pour sciences, technologie, engineering, donc ingénierie et mathématiques. Et puis, il y a une nouvelle approche qu'on appelle STEAM. Maintenant, on rajoute le A de artistique. Et je pense que vraiment, le numérique, en fait, si jamais on l'approche en termes de juste le code, la logique, les mathématiques, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui va intéresser les gens. Et donc, pour rejoindre ce que monsieur Bangoura disait, ben, il y a enfin, le numérique, c'est beaucoup plus large, en fait. Ça implique des questions de société. Est-ce qu'on a envie de vivre dans une société qui est dictée par les machines, où finalement, on doit s'adapter à la machine plutôt que la machine qui s'adapte à nous-mêmes. Et c'est un peu ça qu'on est en train de vivre actuellement, hein. On est tous dépendants de nos téléphones portables. On accepte, en fait, pour pouvoir recevoir des photos de nos amis sur les réseaux sociaux, de partager toutes nos données personnelles. Enfin, il y a voilà, énormément de questions aussi autour de la société qui ont attrait au numérique. Et si vous voulez, en général, personne ne se les pose à part les gens qui sont dans ce domaine du numérique ou les chercheurs ou les académiques. Parce que il y a cette méconnaissance en fait, du public des technologies numériques et puis aussi des débouchés et de ce qu'on peut faire. Parce que je pense qu'il faut cette approche multidisciplinaire dans le numérique qui est importante en fait. Le numérique, ce n'est pas du code, ce n'est pas des développeurs, ce n'est pas que des codeurs en fait. C'est un outil qui, en fait, est partout dans la société. On a tous un téléphone dans notre poche. Et ce téléphone, on l'utilise non-stop maintenant. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment cette éducation pour comprendre comment ça fonctionne qui est super importante. Parce que moi, par exemple, j'ai fait des études enfin, j'ai pas fait informatique, mais j'ai fait des études où j'ai appris à coder, et j'ai appris les bases de l'électronique, de la programmation, de comment un système électronique fonctionne. Et si vous voulez, juste de comprendre ça, hein, ça permet de comprendre énormément de choses aussi de notre monde et de comment les choses fonctionnent autour de nous. Et avec maintenant l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus, si vous voulez, on va être dans une société avec de plus en plus de systèmes automatisés qui vont décider des choses pour nous. Et donc, ça devient de plus en plus crucial, en fait, voilà, d'avoir vraiment cette compréhension, en fait, pour que le français ait une place aussi dans ce futur de la technologie. Hein, parce que si vous regardez maintenant, de nouveau, en termes d'intelligence artificielle, on est loin. On est dans une autre langue et une autre culture. Alors, effectivement, ce défi-là de conserver notre part d'humanité dans notre vie numérique est bien présent et bien prégnant. Monsieur Tremblay, alors quels seraient les gages de succès pour que langue française et numérique se conjuguent au futur de façon bien marquée? Et également, est-ce qu'il y aurait un principe phare que vous souhaiteriez voir émerger, par exemple, du prochain sommet de la francophonie? Je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit sur l'éducation et sur la traduction, hein, mais je vais réagir par rapport à justement une remarque qui m'est faite là, par Carole Dussault, hein, qui dirait, je dirais, de créer et rédiger directement en français au sein des grandes organisations où cohabitent 2 ou plusieurs langues, plutôt que de miser sur la traduction, tout aussi importante soit-elle. Oui, enfin, moi, je dirais, c'est pas plutôt, je crois que c'est « et », hein, de toute façon, mais je crois que c'est un axe fort qui doit être affirmé, c'est que la langue française doit être affirmée en tant que langue internationale. Parce qu'il faut véritablement qu'elle soit utilisée dans les organisations internationales et par exemple dans l'Union européenne. Donc là, il y a un énorme effort à faire. Hein, et je dirais c'est tout à fait normal que cet effort soit fait et on espère beaucoup que les 6 mois qui vont venir de présidence française permettront de faire certains progrès. Mais il faut reconnaître que c'est une loi sociologique, hein, c'est très difficile de faire évoluer les organisations quand elles ont pris un certain nombre de mauvaises habitudes. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, on revient un petit peu sur l'enseignement, mais c'est l'enseignement supérieur. Hein. Le français, ça n'est pas l'estonien. Ça n'est pas le finnois, ça n'est pas le suédois. Le français, c'est beaucoup plus que ça. Hein, sans mépris aucunement pour, bien sûr, c'est les dites langues. Le français est une langue internationale. Et il faut que dans nos universités et dans les universités des pays francophones, on n'accepte pas les formations qui sont entièrement en anglais, qui sont dispensées soit à des personnes qui sont elles-mêmes francophones, soit à des personnes qui ne sont pas francophones. Quand on vient dans une université francophone, on doit en sortir en parlant français.
C'est la moindre des choses, quitte à ce qu'il y ait effectivement, c'est les règles de l'enseignement international, qu'il y ait aussi de l'anglais. Et un enseignement qui est uniquement en anglais, je suis désolé, c'est un enseignement en anglais, ce n'est pas un enseignement international. Donc là, il y a vraiment, au niveau universitaire, vraiment une réorientation à promouvoir, et j'espère beaucoup que l'OIF participera à cet effort. Voilà, nous œuvrons quotidiennement à faire évoluer les comportements de ce point de vue-là. Et je pense que les étudiants qui passent par ce genre de formation mixte, dans lequel ils ont une partie des enseignements en français, une partie en anglais, eh bien, c'est tout gain pour eux, parce que quand ils en sortent, ils ont l'anglais et ils ont en plus le français. Alors qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, si je résume bien la ligne de vos échanges depuis le début, il y a toute l'idée du lexique, n'est-ce pas, francophone pour pouvoir parler du numérique en français. Il y a bien sûr l'éducation qui est votre proposition phare à tous les trois. Il y a cette idée-là d'avoir une culture générale du numérique pour pouvoir bien être capable de manœuvrer comme personne et comme société aussi avec les différentes technologies qui nous sont présentées et de faire du français ou que le français retrouve son statut de vraie langue internationale. Je pense que ça résume bien vos différents échanges. Maintenant, on passerait aux questions du public. Alors, Zoé, est-ce que tu peux nous partager certaines questions du public, s'il te plaît? Zoé, ton micro n'est pas ouvert si tu tentes de nous parler. Ah, je suis là. Alors, on avait tout au début, donc pour revenir, on avait des définitions, un questionnement sur les définitions, où Christiane Roy a bien répondu d'ailleurs. Par exemple, sur les définitions comme blockchain, et sur les concepts digitaux, comment est-ce qu'on les traduit? Donc ça, c'était des questions assez générales qu'on retrouve dans la boîte de dialogue. Est-ce que vous avez un retour à faire sur la question des traductions des concepts informatiques en français? Est-ce que finalement, l'idée, je me permets de faire un peu de pouce, c'est est-ce qu'on réussit à vraiment traduire le sens? On avait au début l'exemple de Maker. Est-ce qu'on réussit à traduire vraiment le sens du mot anglais dans l'univers francophone? Qui lève la main? Marie et M. Tremblay et M. Bangoura. Alors, allons-y. Alors, Marie Duchâtel. Oui, moi, je trouve que c'est très compliqué, en fait, parce qu'il y a souvent beaucoup de connotations et un contexte autour du mot anglais qui a été développé. Puis, il y a la traduction en français qui arrive, qui ne reprend pas cette connotation. Et dans l'exemple de Maker, c'est flagrant, en fait, parce que Maker, si vous voulez, il y a ce mouvement Maker, les Maker Faire aux États-Unis et toute cette idée de Fab Lab, partage de connaissances. Donc, c'est les nouveaux types de bricoleurs, les hobbyistes, si vous voulez, 3.0, ou je ne sais pas comment les appeler, mais il y a une connotation dans ce mot-là. Il y a énormément de mots où je ne sais même pas comment les traduire en français. En fait, ça m'arrive tout le temps. Donc, quand je reçois les biographies des intervenants et intervenantes du Kik Festival et que je reçois les titres de conférences, il y a plein de trucs, je ne sais pas comment les traduire. Et nous, on fait les traductions nous-mêmes parce qu'à l'époque, on travaillait avec des traducteurs et on recevait des trucs qui étaient, qui n'avaient pas de sens, en fait, si vous voulez. Et c'était des bureaux de traduction reconnus parce que, voilà, dans le code, par exemple, il y a une plateforme que M. Bangoura connaît évidemment qui s'appelle GitHub, où on peut poster du code et après, on peut ce qu'on appelle forker le code. Alors, je ne sais pas comment on dit forker le code en français, mais forker le code, ça vient de forking en anglais, qui est la fourchette. Et si vous voulez, c'est fourchetter le code, c'est-à-dire prendre un peu comme un arbre généalogique, si vous voulez, il y a la base du code et puis vous avez pris ce code pour en faire autre chose et vous avez tous les chemins, le code du début et toute la suite de la fourchette de code. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, c'est un mot très imagé. Et il y a tous ces mots-là qu'on utilise tout le temps dans le langage informatique et qui, en fait, si on le traduit en français, a l'air quelquefois même un peu ridicule. Parce que je voyais dans la conversation qu'il y avait start-up et jeune pousse. Alors, si vous dites une jeune pousse dans le modèle dans le monde du développement économique à quelqu'un, il va savoir de quoi vous parlez. Mais si vous parlez à quelqu'un, un monsieur et madame tout le monde, et que vous dites, voilà,
je suis une jeune pousse et je travaille dans l'accélération et le développement des jeunes pousses, je suis pas sûre que les gens vous comprennent en fait, parce que voilà, il y a Il y a un lexique particulier qui est vraiment au sein de la voilà. communauté, mais qui n'est pas encore partagé avec les populations de façon générale. Monsieur Tremblay. Oui, deux choses. D'une part, c'est un peu la dissymétrie auquel Marie fait référence. Bon, il y a des cas où on a exactement le phénomène inverse. Hein. Par exemple, je l'ai déjà donné, mais bon, on va pas en prendre 500. Cluster, c'est un mot vraiment imposé. Vraiment imposé. Et moi, j'ai retracé quasiment sur 3-4 mois la transformation qui s'est opérée. Comment on fait en imposant un mot par la force, je dirais. Hein, comment on fait pour abandonner un terme pour un autre. Hein, donc, foyer de contamination qui a été relégué au profit de cluster. Et ça, la technique, elle est vraiment, on peut la décrire. Voilà. Donc, je dirais, cette dissymétrie, elle n'est pas toujours dans le sens qui est indiqué. Cela dit, je voudrais quand même indiquer des sources où il y a la véritable créativité sur le plan du vocabulaire. Il y a en France un dictionnaire qui s'appelle France Terme. Je ne parle pas du grand dictionnaire des francophones, hein, mais je parle d'un dictionnaire qui intègre beaucoup de mots techniques, hein, et c'est France Terme. Donc, si on a un doute, c'est d'aller voir déjà ce qu'ils ont fait à France Terme. Et France Terme, en particulier, publie en réalité tout le résultat des travaux des commissions d'enrichissement de la langue française. Bon, je ne dis pas que ça couvre 100% des termes nouveaux, mais il y a beaucoup de termes qui sont couverts par ça. Par exemple, là, j'ai avec moi un vocabulaire des techniques de l'information et de la communication, publié par la DGLFLF, mais ça date de 2005. J'imagine qu'il y a un nouveau depuis, hein, bien évidemment, parce que l'évolution va très, très, très vite. Tout à fait. En 15 ans, beaucoup de nouveaux mots sont apparus, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y a des mots qui disparaissent. Hein. On se souvient, par exemple, que Walkman, par exemple, pour dessiner un petit appareil qui paraissait tout à fait original parce que personne ne le connaissait avant. Hein. Je crois que c'est Apple qui avait inventé ça, ou Sony, je ne sais plus, je crois que c'est Apple. Hein. Et bien, finalement, après, ça a été remplacé par baladeur. Hein. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Voilà. Donc, il faut vraiment, effectivement, dans l'ère numérique, il faut vivre très, très, très vite. C'est-à-dire, détecter un petit peu les nouvelles techniques, détecter les nouveaux comportements, les nouvelles pratiques, etc. Et là, on va leur trouver des mots. Hein. Et donc, voilà. assurer une veille linguistique. Bien sûr, c'est une veille linguistique qui permet de faire ça. Il faut être nombreux pour… voilà. Mais par exemple, pour France Terme, n'importe qui, et nous, on l'a mis dans notre plateforme, bien évidemment, hein, n'importe qui peut en réalité faire une proposition. On dit, tiens, j'ai entendu ce matin à la radio, j'ai entendu ce mot-là, hein, ben, je crois qu'on pourrait trouver un autre mot. Hein, parce donc, vous avez ce dialogue-là. Il y a beaucoup de créateurs de termes qui sont parfois des publicitaires aussi. Hein. Et on dit, ah bah oui, si ça a un petit peu une connotation anglo-saxonne, ça sera mieux, bien évidemment. Ce n'est pas du tout garanti non plus. Voilà. Merci. Et je permettrai d'ajouter que du côté du Québec, il y a le grand dictionnaire terminologique et on a différents outils aussi qui sont régulièrement mis à jour. Donc, quand des fois, vous cherchez un mot, bon, bien sûr, ce sera la touche québécoise, mais ces outils-là existent. Courriel, c'est pas mal. Hein. Courriel, c'est pas mal. Hein. Oui, courriel est vraiment passé dans nos usages. Il y a deux syllabes. Hein. Deux syllabes. Deux syllabes pour dire courrier électronique. Donc, le mail au Québec n'est pas très visité. Voilà. Donc, M. Bangoura, question traduction. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, étant dans le code, certes, on peut avoir des traductions, mais quand on prend dans l'univers du digital, lorsqu'on échange entre collègues, même quand on est en français, il y a Marie qui parlait du franc-anglais qu'on utilisait beaucoup. Quand on prend certains termes, moi qui suis coach agile, quand je vous parle de product backlog, même si on veut le traduire en français, on va dire backlog produit, mais on garde le terme backlog. Backlog, le traduire en… Certes, la traduction, elle existe, mais nous utilisons tous le terme product backlog, que ce soit des coachs, même en formation, des coachs français qui donnent la formation en français vont utiliser le terme product backlog, vu qu'à l'origine de la création de cette méthodologie, c'est ce terme qui a été utilisé. Quand on veut désigner le Scrum Master, on ne dit pas maître de Scrum, on va dire maître de cérémonie pour que les gens comprennent ce que ça signifie, mais dans l'usage quotidien, on va parler de Scrum Master. Donc, oui, la traduction, elles existent, les traductions, sauf que dans l'usage, on va rester sur ces termes-là. Par exemple, il y a beaucoup d'autres termes que je pourrais utiliser. Mais donc, dans cette
pratique de traduction, est-ce que ça vient d'un manque ou est-ce que ça vient de la facilité qu'on a en utilisant ces termes anglais ou ça vient d'un refus d'utiliser les traductions françaises? Je ne crois pas. Mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire. Mais est-ce que c'est sur cette traduction qu'on doit focaliser l'effort pour la francophonie? Pour moi, ça doit venir peut-être en amont. Mais une fois qu'un terme est divulgué et que les gens l'utilisent dans l'habitude, après, ça devient compliqué. Oui, il faut détricoter, comme on dit au Québec. Voilà, ça devient pas mal compliqué. Parfait. Zoé, peut-être une dernière, pour des très, très brèves réponses, une dernière question de nos participants? Alors, je pense que le dernier point serait au niveau de l'évolution numérique dans l'espace francophone et la pénurie on va dire, du réseau qui peut, qui peut arriver dans de nombreuses, excusez-moi, dans de nombreux pays d'Afrique francophone. Ça a été un petit débat aussi dans la boîte de dialogue. Donc, du côté l'accès aux ressources, est-ce que je comprendrais? C'est ça, l'accès aux ressources et l'accès à un réseau stable. Parfait. Peut-être 1 minute chacun pour rebondir sur ça. Comment soutenir des meilleures infrastructures dans les zones francophones? Donc, je commencerai avec vous, M. Bangoura, puisque vous avez cette plateforme-là qui vise à quand même faciliter le commerce électronique. Donc, la stabilité des infrastructures. Alors aujourd'hui, la pénétration d'Internet dans les pays africains, c'est un gros défi, en fait. Après, il ne faut pas résumer ça sur toute l'Afrique, parce quand on prend certains pays africains qui sont 2 fois plus développés que d'autres, aujourd'hui, quand je prends le Maroc, je pense que même dans les plus petits recoins, dans les plus petits villages du Maroc, aujourd'hui, l'accès à Internet, il est très développé. Je prends le Rwanda, et contrairement à d'autres pays où ce n'est pas encore le cas. Et je pense que le résumé sur toute l'Afrique, c'est quelque chose que je n'aime pas faire du tout. Donc, sur certains pays, la politique est un peu plus développée que d'autres. Mais c'est vrai que c'est un défi qu'on rencontre surtout dans les pays ouest africains où on a une forte communauté francophone. Donc, pour résoudre ce problème-là, je pense qu'il faut que les politiques, premièrement, fassent de cela une priorité, ce qui va faciliter ensuite le point qu'on a beaucoup évoqué ici, qui est l'éducation, afin de faire pénétrer cette éducation via le numérique qui permet de faciliter l'accès à l'information. Voilà en 1 minute ce que je peux donner. Monsieur Tremblay, en 1 minute. Écoutez, ouais, en matière d'infrastructure, je pense qu'il faut privilégier la recherche. La recherche, c'est une infrastructure. Et donc, on a de très, très gros efforts à faire en matière de recherche, justement, pour pouvoir nous-mêmes inventer des concepts. Mais encore une fois, si c'est pour les inventer en anglais, pour ensuite chercher une traduction 6 mois ou 1 an ou 3 ans après, je dirais, on a manqué le coche. Donc là, il faut, de ce point de vue-là, faire preuve d'inventivité et je pense qu'il faut être évidemment extrêmement présent dans le domaine de la recherche. Je crois que c'est ce que l'on cherche. Bon, j'ai pas de recette, je suis pas moi-même un chercheur en numérique, mais voilà. Que ce soit les différentes branches de l'intelligence artificielle, il me semble quand même qu'il y a pas mal de choses à faire et on peut tout à fait être inventé. Alors, j'aurais presque envie de reformuler le titre de la conférence pour oser penser le numérique en français, pour pouvoir réussir à vivre le numérique en français. Oui. Et Marie, en 1 minute, les infrastructures, comment les consolider? Oui, alors je ne vais pas parler en termes d'infrastructures techniques parce que là, c'est toute une autre question. Et puis, comme le disait M. Bengoura, ça dépend du pays, du gouvernement, enfin voilà. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est peut-être de favoriser et développer un peu plus de collaboration en matière de numérique entre les pays de la francophonie. Parce que il ne faut pas attendre d'un gouvernement que le gouvernement arrive et fasse OK, on va tout changer, on va tout mettre en place, on va si vous voulez, mettre en place des programmes numériques, des programmes éducatifs, alors qu'ils n'ont pas la connaissance. Et déjà, avant d'avoir la connaissance, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a des études qui sont commandées, que les études mettent des années, qu'avant d'implémenter une politique, vous connaissez la musique. Et donc, alors qu'il y a des acteurs locaux qui ont en fait déjà une connaissance, qui connaissent le terrain, les entrepreneurs, les entrepreneuses, qui connaissent en fait les écoles, les experts.
et que les acteurs de terrain travaillent beaucoup plus vite et ont beaucoup plus de flexibilité. Ce qui permettrait en fait d'avoir aussi des collaborations internationales, c'est-à-dire d'ouvrir aussi les communautés là où, par exemple, dans un pays africain, disons, il n'y a pas une énorme communauté en intelligence artificielle. On va aller chercher une autre communauté qui a cette connaissance-là et qui va permettre de collaborer et créer des projets ensemble. Et puis, la communauté africaine va amener quelque chose d'autre dans ce pays-là, si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des collaborations gagnantes-gagnantes où chacun va y trouver son compte. Et nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, avec Dakar dans nos programmes ici qui sont sur plusieurs années. C'est en gros de favoriser ces collaborations, mais avec des financements aussi qui permettent d'avoir des actions concrètes, opérationnelles, avec de vrais résultats. Merci beaucoup donc de faire des ponts, on pourrait dire. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui nous amène à la fin de cette conférence intitulée « Osons le numérique en français » et je la reformule également « Osons penser le numérique en français pour pouvoir vivre ce numérique en français ». Alors, un très grand merci à nos 3 panélistes. Je rappelle qu'ils sont Mme Marie Duchâtel, curatrice et coordonnatrice du KIC Festival, récipiendaire du prix Femmes francophones 2020 de l'Association internationale des mères francophones du côté de Namur en Belgique. Je veux dire, Marie est du côté de Namur en Belgique. Monsieur Nansouman Prince Bangoura, entrepreneur spécialisé dans la transformation digitale et les nouvelles technologies. Il a fondé en 2018 Yankadi et remporté en 2019 le concours Startup Weekend Paris pour la startup BrainSense et il est de Guinée et de France. Et enfin, monsieur Christian Tremblay, président de l'Observatoire européen du plurilinguisme, qui nous parlait également de la France. Un montage du webinaire sera bientôt disponible en ligne, alors continuez à surveiller nos différentes plateformes. Et dans le cadre de ce cycle de conférences en partenariat avec l'Ambassade du Canada en France, notre prochain rendez-vous sera le 28 octobre pour une conférence ayant pour thème « Quel potentiel pour la place des femmes francophones dans la relance économique ». Alors, je vous invite à surveiller nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, LinkedIn, pour toutes les informations. Et au nom de l'Ambassade du Canada en France et de Francophonie sans frontières, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Au plaisir de vous retrouver et d'ici là, portez-vous bien.